Vous aussi, vous rêvez d'un espace jeu adapté qui évolue en même temps que les besoins de votre enfant? Bonne nouvelle, dans cette vidéo, je partage avec vous l'aménagement des jeux dans notre maison. Je vous retrouve après pour vous donner 6 conseils pour un espace jeu sur mesure. A tout de suite! Bonjour à tous, me voilà de retour pour vous donner les 6 conseils pour une salle de jeu sur mesure. Alors voici mon conseil numéro 1. Trier les jouets. Au fur et à mesure que nos enfants grandissent, les jouets entrent dans nos maisons et s'accumulent. Qu'est-ce qu'on fait en règle générale dans ces cas-là? On court chez Ikea pour acheter des bacs de jeux ou pour acheter des armoires. Non, non et non. La chose à faire est de trier les jouets de vos enfants. Je vous conseille 1 à 2 fois par an de proposer à votre enfant de trier les jeux ensemble. Il va falloir rassembler l'ensemble des jeux qui traînent un petit peu partout dans la maison en un seul et même endroit avant de commencer à trier. Comment trier les jeux? Premièrement, l'enfant va pouvoir se séparer de tous les jouets qui sont cassés, de tous les jouets où il manque des pièces avec lesquelles on ne sait plus jouer. Il va pouvoir se séparer également de tous les jouets qui ne sont plus adaptés à son âge, de tous les jouets qu'il n'aime pas et de tous les jouets avec lesquels il n'a plus joué depuis très longtemps. Une fois que le tri a été fait avec votre enfant, il va bien évidemment falloir faire sortir ces jouets de la maison. Il y a 3 possibilités qui s'offrent à vous. La première possibilité, c'est déjà de jeter. Alors oui, je sais, jeter est une étape qui n'est pas toujours facile. Quand vous avez un jouet qui est cassé, qui peut être même dangereux, il est beaucoup plus préférable de le jeter que d'aller donner ses crasses aux autres pour déculpabiliser. Oui, malheureusement, jeter est des fois nécessaire. Le deuxième choix, c'est que vous allez pouvoir donner. Donner à des associations, donner à des amis, donner à la famille, donner à des écoles. Faites plaisir. Donc donner un maximum, c'est ce qu'on conseille. La troisième possibilité, c'est de vendre. Alors là, j'ai juste envie que vous vous posiez une seule question quand vous décidez de vendre. Faites le ratio entre le temps que ça va vous prendre de vendre et l'argent que vous allez avoir dans votre poche et dites-vous, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Quand vous décidez de faire une bourse, regardez tout le temps que ça vous demande en amont de rassembler, d'étiqueter, d'amener tout ça là-bas, de passer la journée sur place, de ranger et de revenir avec des affaires qui réencombrent finalement la maison pour l'argent que vous aurez dans votre poche. Est-ce que ça en vaut la peine? La solution que moi je fais et que je pourrais vous donner, déléguer la vente à des magasins de seconde main qui va vendre pour vous. Entre le temps que ça va vous prendre d'amener ça et l'argent que vous allez en avoir en retour, ce sera beaucoup plus bénéfique. Voici mon deuxième conseil. Définissez un lieu adéquat. Quand vous avez une vue d'ensemble des jouets, il est évidemment beaucoup plus facile de définir un endroit dans lequel on va ranger ces jeux. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il est toujours vraiment nécessaire d'avoir une pièce entière dédiée aux jouets? Est-ce que vos enfants y jouent dans cette pièce? Souvent, on fait le choix d'une salle de jeu en se disant l'ensemble des jeux va être rassemblé dans cette pièce. Ça veut dire que le jour où cette pièce est en bazar intégral, j'ai cette capacité à fermer la porte et de fermer les yeux sur le bazar. Enfin, ce choix-là, on le fait souvent pour éviter que les jeux n'envahissent les pièces de vie. Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, réellement, comment ça se passe? Quand cette salle de jeu est sans dessus-dessous, que tout a été retourné, qu'on ne voit plus exactement ce qu'il y a comme jouet, qu'est-ce qui se passe? Vos enfants, ils n'y vont plus. Ils désertent cette salle de jeu. Et qu'est-ce qu'ils font? De temps en temps, ils vont chercher les quelques jeux qui les intéressent. Et ils vont venir envahir les pièces de vie. Là, c'est l'énervement assuré. Vous vous dites qu'ils ont un espace jeu pour jouer et ils arrivent quand même à venir jouer près de vous. Souvent, les enfants aiment être à vos côtés pour jouer. Ils aiment être à vos côtés le soir pendant que vous êtes en train de préparer le souper. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de créer un espace proche de vous? En fait, c'est exactement
L'exemple et le pari qu'on a fait à la maison. On est dans une situation où on a 2 enfants en bas âge. Notre fille a 4 ans et notre fils a 1 an. Donc, ils n'ont pas du tout l'âge d'aller s'isoler dans une grande pièce tous les deux pour jouer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un mur de notre bureau. Notre bureau se trouve au rez-de-chaussée, près de nos pièces de vie, dans lequel on a rassemblé l'ensemble des jouets de nos enfants. Ça veut dire que nos enfants, ils peuvent très bien aller se servir avec un petit bac, venir jouer près de nous le soir, dans la cuisine, dans le salon, dans la salle à manger, et puis après, fin de journée, de reprendre tous les jeux et d'aller les remettre dans cette fameuse pièce. Dites-vous qu'on est tous feignants par nature. Si la salle de jeu, elle est loin, et que le bazar, il est loin de nous, bien évidemment, les enfants vont moins aller jouer dans cette salle de jeu, vont moins la ranger, et vous-même, en ne voyant pas le bazar, ça ne va pas vous déranger, donc vous n'allez pas aller la ranger. Voici mon conseil numéro 3. Un rangement adapté. Souvent, on pense que quand notre enfant ne range pas, c'est par mauvaise volonté. Et ben moi, j'ai envie de vous dire une chose. Mettez-vous 5 minutes à leur place et essayez de voir si les rangements qui sont disponibles sont adaptés à un enfant de son âge. Un rangement adapté, c'est quoi? C'est un rangement à sa hauteur, où les jouets vont être facilement accessibles, où il ne doit pas vous demander pour pouvoir avoir le jeu. De pouvoir jouer avec les différentes hauteurs peut être très intéressant dans 2 cas. Le premier cas, c'est quand on a des enfants d'âge différents, et surtout quand on a des enfants d'âge différents en bas âge, ce qui est exactement notre cas. Nous avons une fille de 4 ans et un fils d'1 an. Pouvoir jouer avec la hauteur et mettre tous les jeux qui sont fragiles et toutes les petites pièces à hauteur va éviter que notre fils d'1 an n'aille mettre des petites choses en bouche ou casser des jeux de sa sœur. Réfléchissez à autre chose. Quand vous invitez des gens à la maison, même si vous avez des enfants qui ont un âge où tout peut être accessible, ceux-ci ont des fois des enfants qui sont plus petits que les vôtres. Comment voulez-vous demander à un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans de ne pas commencer à chipoter au puzzle, à chipoter aux autres sociétés? Moi, je vous avoue que quand je reçois pas mal d'enfants à la maison, il y a des bacs qui systématiquement, je vais les mettre en haut quand je vais les inviter. Le bac musique, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent le premier bac qui est investi. Les enfants vont aller dedans, ils vont venir près de vous pendant que vous prenez l'apéritif et ils vont faire un boucan de malade. Donc moi, ce bac, maintenant, il est en hauteur. Le bac plasticine, le bac peinture, etc., etc. Comme ça, on ne subit plus. Tous les bacs qui sont en bas sont des bacs où tout le monde peut jouer, c'est accessible. Et si tout est retourné, ça ne posera aucun problème. Voici mon 4e conseil. Des rangements visibles et accessibles. Ça veut dire des bacs transparents, mais surtout sans couvercle. Le but, c'est quoi? C'est que l'enfant soit capable de prendre ses jouets tout seul, mais aussi, le plus important, qu'il puisse les ranger. Le fait d'utiliser des bacs transparents, l'enfant va savoir prendre tout seul les jouets parce que ça va être visible. Mais le fait qu'il n'y ait pas de couvercle, on va enlever un frein au rangement. Ce sera facile d'accès, donc l'enfant va facilement les ranger. Alors là, je sais que je vais tétiller ceux qui sont de l'autre côté de l'écran et qui sont perfectionnistes. Parce que oui, il y en a certainement qui se sont dit, en regardant la vidéo au début, oh là là, son espace jeu c'est moche, on voit tous les jeux. Et je ne m'imagine pas du tout mettre ça dans une pièce de vie en bas. Alors oui, c'est sûr que le home organizing va toujours privilégier le côté pratique avant le côté esthétique. Parce que plus on va être pratique, plus on va être simple, plus le rangement va se faire tout seul sans nous. Donc c'est un choix qu'on doit faire. Je suis d'accord que ce meuble, c'est pas toujours très joli. Dans notre cas, à la maison, ce meuble, il se trouve dans notre bureau. Ça m'arrive assez souvent de passer ma journée dans mon bureau en train de travailler. Donc c'est clair que j'ai pas toujours envie d'avoir une vue sur les jouets de mes enfants. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des stores. Des stores tout simplement que quand on n'a pas envie de voir ces jouets, on prend les stores et on les met jusqu'en bas. Mais quand les enfants sont là, ils ont envie de jouer, ils sont à la maison, ces stores sont en permanence ouverts. Alors pour moi, dans une salle de jeu d'enfants, il y a 2 choses à ne pas faire. Pourtant, ce sont des conseils que je vois encore bien passer, mais moi je suis contre ces conseils-là. C'est d'utiliser des codes couleurs. Alors imaginez que vous avez fait le choix de bac vert pour votre garçon et de bac rose pour votre fille. Qu'est-ce que vous faites le jour où votre fils il a des nouveaux jouets qui rentrent dans la maison, votre fille aussi, vous refaites un petit peu le tri, et puis vous vous retrouvez en fait avec 3 bacs verts qui vont être vides, mais pas assez de bacs pour votre fille. Soit vous allez utiliser un bac vert de votre fils, ça veut dire que votre fille ne va jamais les jouer avec ces jeux-là parce qu'elle va partir du principe que c'est pas elle. Soit vous allez devoir aller au magasin, racheter des bacs roses pour votre fille. Donc vous allez vous coincer dans un système en utilisant les codes couleurs.
Alors la deuxième chose pour laquelle moi je ne suis pas fan, et ça c'est quand on utilise des contenants qui sont opaques, c'est de faire une photo de ce qu'il y a à l'intérieur du bac pour le coller à l'extérieur. Imaginez-vous déjà le temps que ça doit vous prendre pour faire ces étiquettes, les plastifier, les coller sur les bacs. Et le jour où, à nouveau, il y a un changement qui s'opère dans la salle de jeu des enfants, ce bac-là, finalement, ce qu'il y avait à l'intérieur, il est trop petit, il ne joue plus avec, ou c'est cassé, vous allez le sortir, le remplacer par autre chose. Ça veut dire que vous allez devoir à nouveau refaire une affiche, à nouveau la plastifier, à nouveau la mettre. Et qu'est-ce qui se passe? On n'a pas toujours le temps de le faire tout de suite, donc on ne le fait pas. Et puis des fois, on ne le fait même jamais. Donc on se retrouve dans une salle de jeu où les choses ne sont pas claires. Voici mon 5e conseil. Utilisez des catégories simples. Plus vous allez utiliser des catégories complexes, moins l'enfant va savoir ranger tout seul. Je vous cite un exemple. Si vous voulez ranger les poupées de votre fille et que vous faites un bac avec les poupées, un bac avec les habits de poupée et un bac avec les accessoires poupées. Le jour où votre fille a une poupée en main qui est habillée avec un petit sac, vous allez lui dire quoi? De la déshabiller, d'enlever l'accessoire et de ranger tout dans les 3 bacs? Non, votre enfant il ne va pas faire ça. Des exemples de bacs simples, un bac avec tous les personnages. Que ce soit des Playmobil, des Lego, des petits personnages, de petites maisons de poupées, tout peut être rassemblé dans un seul et même bac. Moi, ma fille, très souvent, elle joue avec ses Playmobil dans sa maison de poupée ou inversement. Autre exemple, vous pouvez faire un bac avec tout ce qui roule. Toutes les voitures, que ce soit de peu importe de quelle marque ou de quel jeu, peuvent être rassemblées à nouveau dans un même bac. Ce sont des catégories qui vont être simples, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir les identifier, donc va pouvoir évidemment beaucoup plus facilement ranger tout seul. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Je partage avec vous le 6e et dernier conseil, étiqueter. Alors ce conseil, je peux vous garantir qu'en tout cas en ce qui me concerne, il a changé ma vie. Pourquoi? Parce que étiqueter égale déléguer. Je vous donne un simple exemple. Vous invitez des amis à la maison, les enfants commencent à jouer, ils mettent des jeux partout. En règle générale, fin de soirée, quand on est un parent responsable, on va un petit peu faire un tour dans l'espace jeu pour un peu ranger les jouets. À partir du moment où vous avez une salle de jeu qui est excessivement claire, les parents qui ne vivent même pas dans cette maison-là et qui ne connaissent pas les jouets, vont pouvoir aider aussi les enfants à ranger. Et bien c'est pareil quand vous faites venir une babysitter, une belle-maman, une puéricultrice pour garder les enfants. Ça va permettre de pouvoir déléguer le rangement beaucoup plus facilement. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez qu'il y en a d'autres en préparation. N'hésitez pas à la partager pour faire profiter vos amis, votre famille de tous ces conseils. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez également consulter mon site internet. Je reste bien évidemment disponible par mail et par téléphone. À très vite pour une prochaine vidéo.